Avez-vous un projet d'études à l'international? Ça y est, Caution bancaire étudiant vous accompagne en toute tranquillité. Avec nous, faites de votre mobilité pour études à l'international une expérience sans stress. Nous simplifions les démarches administratives et mettons à disposition des étudiants des outils innovants pour la réussite de leur projet d'études à l'étranger. Nous délivrons notamment l'attestation de virement irrévocable AVI qui permet à l'étudiant de justifier ses moyens de subsistance à l'étranger. Caution bancaire étudiant et ses partenaires vous offrent une caution bancaire AVI express, économique, rapide et utile, un logement adapté, une assurance fiable et à moindre coût, un billet d'avion toute destination payable en plusieurs mensualités, un accompagnement pré- et post-visa, un prêt de mobilité pour études à un taux de 0%. Nos services sont rapides et impeccables, simples et soignés, sécurisés et conformes aux normes des services consulaires. Nous sommes à Lomé, à Didiolé, vont en face de la pharmacie du Point E. Téléphone 70 15 33 33 96 35 33 33. Caution bancaire étudiant. Quand réussir demeure un pur plaisir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les duels continuent dans les joutes verbales francophones et pour rappel, Miss Yawa se substitue au rôle de présidente de l'Assemblée. À ce jour, 2 duels portant les thèmes « L'éducation doit être exclusivement laïque » et « Les traditions doivent s'adapter aux valeurs modernes » nous feront vibrer. L'Assemblée est saisie ce jour du projet de loi intitulé Loi instituant l'exclusivité de la laïcité dans les établissements publics d'enseignement. Ce texte vise à bannir tout signe, discours ou activité à connotation religieuse dans l'espace éducatif public pour garantir la neutralité de l'école. Ce débat oppose Kwame Kofi pour une école laïque absolue et Togbevi Angelica, défenseur de la coexistence des spiritualités. Que la parole soit. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'homme puisse utiliser pour changer le monde, dit Nelson Mandela. À sa suite, dans la même logique, Nicolas de Condorcet affirmait « Dès qu'une haute influence s'impose à l'éducation, à l'école, l'éducation cesse d'être libératrice. » Ces 2 pensées nous rappellent une vérité. L'éducation forge les consciences et structure l'avenir commun. C'est pourquoi, en responsabilité et en fidélité à notre Constitution, nous portons cette motion. Mais pour que ce débat soit clair, expliquons les termes. L'éducation, selon l'UNESCO en 2015, est le processus de transmission du savoir, compétences et valeurs permettant à chacun de participer activement à la vie sociale. Et dans notre pays, ce processus se transmet à partir de l'école. Dès lors, il est fondamental de s'interroger sur la nature de l'espace éducatif public. Alors, la laïcité est un principe juridique qui garantit la neutralité de l'État, qui conserve la liberté de conscience et garantit que l'école reste un espace éducatif inclusif et exempt de toute influence religieuse. Ce principe, initié en 1882 par Jules Ferry, a été consacré par la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de la République et repris par notre Constitution en son article 1er, je cite, « La République togolaise est laïque ». Ainsi, ces services publics, y compris l'école, sont tous compris dans cette laïcité. L'exclusivité dans notre débat, quant à lui, est une expression utilisée qui signifie qui a été défini par le Larousse comme étant sans exclusion et sans confusion. Il a été utilisé pour marquer avec rigueur les limites de l'espace éducatif public afin d'éviter toute influence et nous le réaffirmons. L'éducation doit être exclusivement laïque. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les parlementaires, chère opposition, chère majorité, si je comprends bien, vous voulez mettre une fin définitive à toutes les écoles, tous les collèges, tous les lycées, toutes les universités catholiques, protestantes, islamiques ou d'obédience traditionnelle sous couvert de laïcité? Quelle intolérance, quelle intransigeance surtout, quelle confusion faites-vous sur le sens réel de la laïcité?
Car en vérité, mesdames et messieurs, la laïcité n'est pas l'effacement du religieux dans la société ou dans l'école. Elle signifie en réalité que l'État est neutre pour que chacun soit libre. La laïcité est la garantie offerte à tous, à vous et moi, de croire ou de ne pas croire, d'exprimer nos convictions ou pas, tant que cela se fait dans le respect de l'ordre public. Dès lors, ce que vous proposez, ce n'est pas la neutralité de l'État, mais la neutralisation de la société. Ce n'est pas défendre la liberté de conscience, mais imposer un silence. Nous croyons en une société ouverte, pluraliste et inclusive. Et l'éducation étant le lieu de transmission des savoirs et des valeurs, elle doit pouvoir s'enrichir de notre diversité. C'est pourquoi, ce soir, nous nous opposons fermement à ce projet de loi, non pas par adversité envers la laïcité, mais plutôt parce que votre projet menace en réalité les fondements même de notre démocratie. Et nous ne pouvons pas laisser passer cela. Mesdames et messieurs, je reviendrai vous démontrer point par point en quoi cette motion est indéfendable. Prenons l'histoire et le droit à témoin. En 1882, Jules Ferry a institué l'école gratuite, obligatoire et laïque. En 1905, la loi sur la séparation consacre légalement ce principe. Et ce même principe a été repris par notre Constitution en son article 1er. Je cite une fois de plus, « La République togolaise est laïque, démocratique et sociale. » Voilà la base juridique, historique et constitutionnelle de notre engagement. Voilà le fondement de notre position dans ce débat. Mais attention, la laïcité de l'éducation ne veut pas dire que nous allons effacer la croyance des enfants. Mais non, c'est l'espace public éducatif qui doit l'être par devoir d'équité et d'universalité. L'école n'est pas une arène des dogmes. L'école est un lieu d'apprentissage, de transmission des connaissances et de formation des citoyens de demain. Et comme le disait l'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. Et nous ajoutons aujourd'hui, il y a un lieu pour chaque chose. La prière se fait à la mosquée, à l'église, dans les lieux de culte et dans les synagogues. L'apprentissage du Coran se fait dans l'école coranique, l'étude de la Bible à l'école chrétienne et l'éducation religieuse révèle des familles, des communautés de foi et des lieux de culte. Mais l'école publique, elle n'a qu'un seul mandat. Transmettre le savoir, former l'esprit critique et préparer le citoyen de demain. Et lorsque vous nous parlez des écoles privées ici, oui, les écoles privées peuvent avoir des colorations religieuses, tant qu'elles respectent le programme de notre nation, tant qu'elles respectent l'équité des élèves, tant qu'elles respectent tout ce que l'État impose dans l'éducation comme programme pour former les citoyens du demain. Nous ne voulons pas effacer la croyance des enfants. Nous voulons garantir l'espace pour que tout le monde, peu importe la croyance ou la non-croyance, puisse se savoir ou se sentir intégré afin de participer activement à notre développement et à notre citoyenneté. Je vous remercie. « 1948. Déclaration universelle des droits de l'homme, article 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Elle a aussi le droit de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, le culte et l'accomplissement des rites. Notez ici que la liberté religieuse inclut également le droit d'enseigner sa foi. Supprimer tout signe d'appartenance religieuse dans nos écoles se reviendrait donc à porter une atteinte à ce droit fondamental. Alors que le rôle de l'État est plutôt de reconnaître ce droit et d'aider les citoyens à en jouir. Ce seul point rend d'ores et déjà votre projet insoutenable. Mais allons plus loin. Foi et savoir ne sont pas toujours incompatibles. L'histoire nous l'a prouvé à maintes reprises. Les premières universités, les premières écoles sont nées dans des contextes religieux. Et cette foi, loin d'empêcher les gens de penser, leur a plutôt permis de chercher, de questionner. Et c'est de là qu'est nés les premiers hommes et premières femmes de science. En réalité, vouloir effacer toute expression religieuse de l'école, c'est créer une école vide de sens pour des millions d'enfants qui puisent leur équilibre, leur morale et leur identité de leur foi. J'irai même plus loin en disant que interdire ce genre de choses, c'est vouloir légiférer jusque dans l'intimité de nos concitoyens.
Et qui sommes-nous, mesdames et messieurs, pour imposer cela aux familles? Qui sommes-nous pour empêcher les enfants de porter sur eux ce qui reflète leur foi? Qui sommes-nous pour brimer leur identité? Quelle légitimité avons-nous pour faire cela? Madame, je pense que vous avez un problème de compréhension avec moi. Dès le départ, j'ai fixé les bases de mon débat en disant très bien que nous ne voulons pas supprimer les religions. Nous ne voulons pas supprimer la religion dans la vie des enfants ou de qui que ce soit. Mais nous voulons que l'espace éducatif public plutôt soit exempt de toute religion, soit exempt de toute influence religieuse. L'espace éducatif est un lieu commun à tous, comme le dit Antoine de Saint-Exupéry. C'est un lieu commun à tout le monde où nous ne devons pas regarder, nous ne devons pas être regardés, ni vus, ni persécutés à cause de notre appartenance religieuse. Nous devons être tous inclus afin d'apprendre les valeurs de la République, afin d'apprendre la citoyenneté, d'apprendre à nous investir dans notre pays. Parce que lorsque nous donnons à un même lieu la faculté d'éveiller les consciences, de transmettre de l'intelligence, de transmettre du savoir et de former les citoyens et les leaders de demain, nous devons être capables de protéger ce lieu de toute influence qui peut mener dans le chaos. Ça doit être un droit ou un devoir fondamental pour chaque personne de protéger ce lieu afin qu'elle puisse accomplir sa mission. L'école ici est un pilier de notre vivre ensemble. Et un pilier de notre vivre ensemble doit être fondamentalement bien solide afin de pouvoir soutenir la mission et accomplir pleinement ce que nous l'attribuons. Et pour pouvoir atteindre cette mission, les religions doivent rester hors de l'école. Nous pouvons pratiquer notre religion où nous voulons. Nous pouvons pratiquer à l'église. Il y a les foyers, il y a les couvents, il y a les églises, il y a les mosquées pour faire tout ce que nous voulons. Les communautés de foi, la famille, tout ça relève, l'éducation l'éducation religieuse, autant pour moi, relève de tous ces lieux. Mais l'école, elle doit être exempte de tout ceci parce qu'en même temps, l'article 31 de notre Constitution garantit à chaque enfant un accès libre, égal et protecteur à l'espace éducatif. Qu'en dites-vous? Merci. Je vous assure que je vous ai bien écouté. J'ai une question à vous poser. La République, pour ses valeurs, n'enseigne-t-elle pas la tolérance? Vous voulez rendre l'école publique laïque. Et c'est normal, l'école publique doit être laïque, mais c'est l'école qui doit être laïque et non les individus qui y vont. L'école publique a obligation de laïcité dans sa formation, dans ses enseignants, à travers ses locaux également. Mais empêcher les enfants de porter tout signe ostensiblement visible d'appartenance religieuse, ce serait vraiment un chaos. Et une fois que j'ai dit cela, je pense qu'il est temps que vous arrêtiez de nous distraire. Et oui, je pèse mes mots, ce que nous faisons là, c'est de la distraction. Pourquoi? Je vous cite les faits. Selon l'UNESCO, le monde a besoin de 44 millions d'enseignants qualifiés d'ici 2030, dont 15 millions en Afrique subsaharienne seulement pour répondre à l'objectif d'une éducation universelle de qualité. Toujours selon l'UNESCO, 9 enfants sur 10 ne maîtrisent pas la lecture à la fin du primaire. Selon la Banque mondiale, 7 enfants sur 10 en Afrique vivent dans les pays confrontés à une pénurie de manuels et autres ressources éducatives. Et si cela ne vous suffit pas, je vous en prie, sortez dans nos quartiers, dans nos villages et constatez l'état déplorable de notre éducation. Tout ça pour dire que la laïcité est un principe fondamental pour l'État et ses institutions publiques. D'accord, nous ne saurons le nier, mais quand nous parlons d'éducation, il y a franchement plus important à voir. Les débats de ce genre sont peut-être urgents sous d'autres cieux, mais ici, nos enfants ne sont même pas scolarisés. Alors, avant de nous demander ce qu'ils doivent ou pas porter dans les écoles, construisons ces écoles et nous en reparlerons. Je vous remercie. Merci beaucoup pour vos statistiques, c'est beau, mais où est le rapport? Nous parlons de la laïcité de l'étude ici, de l'éducation ici. Vous nous dites que vos enfants ne sont pas scolarisés. Où est le rapport avec le débat actuel? L'école est gratuite dans notre État. Si vous n'amenez pas vos enfants à l'école, ça ne relève pas de l'État, mais de votre faute, madame. Vous parlez de la tolérance, de l'école publique doit être laïque. Vous avez déjà épousé la thèse. Venez, nous pouvons ensemble faire de cette loi une vérité et une force pour notre nation en réalité. Parce que l'école, comme vous le dites, vous l'avez oublié ou vous le savez, mais pour culture générale, l'école est un service public de l'État. Et donc, tous les services publics de l'État obéissent à la loi de la laïcité. Tout le monde doit être neutre dans les services publics. On ne doit promouvoir ni faire
l'enseignement d'aucune religion dans l'espace public. Vous oubliez toujours quelque chose. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, ou nous essayons de porter aujourd'hui, c'est que lorsqu'il s'agit de l'école, de l'espace public, de l'école financée par l'État, l'argent du contribuable, tout le monde a droit de venir, peu importe son appartenance religieuse ou non, ou sa non-croyance. Et porter les signes religieux aujourd'hui, dans certaines communautés comme en France et dans certaines communautés reculées de notre même pays, des gens se font persécuter pour leur appartenance religieuse. Des gens se sentent exclus à cause de leur appartenance religieuse. Des gens se sentent en danger à cause de leur appartenance religieuse. Et c'est pour ça, c'est pour éviter ça, parce que tout le monde contribue pour l'évolution de ce pays, que l'espace éducatif doit être laïque par devoir d'équité et d'universalité. Ce n'est pas à vous, ni à votre enfant, ni à votre croyance. Nous ne voulons supprimer la croyance de personne. Nous voulons donner la chance à chaque personne, peu importe qu'elle croit ou non, de pouvoir être éduquée, émancipée, de participer, de vivre pleinement dans notre pays. Nous n'avons aucune haine contre qui que ce soit ou aucune religion. Nous avons tous des croyances. Merci, je vous écoute. Chère majorité, l'école, en tant qu'institution publique de l'État, doit être laïque. Mais quand vous voulez, cette laïcité doit se montrer par quoi? Par la qualité de la formation. C'est la formation que nous donnons à nos apprenants que nous devons uniformiser. L'école, comme je le disais tantôt, doit être laïque à travers son enseignement, sa formation, à travers ses enseignants, à travers ses locaux, d'accord? Mais supprimer tout signe d'appartenance religieuse pour les étudiants également n'a pas lieu d'être. Et au cœur de ce débat, en réalité, se cache une tentation bien connue, celle de l'uniformité rassurante, celle qui prétend qu'en effaçant les différences, on garantirait l'égalité. Mais à force de vouloir rendre cette école exclusivement laïque, de sorte que les enfants ne puissent pas porter le signe d'appartenance religieuse, vous oubliez que la neutralité de l'État n'est pas la neutralité des individus qui la composent. Nous avons démontré que l'exclusivité laïque n'est pas une nécessité pédagogique. Elle est au contraire une radicalisation du principe de laïcité qui trahit son essence, garantit à tous le droit de croire ou de ne pas croire, sans jamais imposer ni effacer. Nous avons montré que vouloir bannir tout signe d'appartenance religieuse nuit à notre droit, porte atteinte à nos droits fondamentaux. Et nous avons également exposé la réalité du terrain. L'Afrique, surtout dans son système éducatif, est confrontée à de nombreux défis. Et pendant que nous débattons de ces idéologies, des millions d'enfants n'ont pas accès à une éducation de qualité. C'est là que devrait être notre véritable combat. Le voilà le rapport. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, ne votez pas pour cette motion. Merci beaucoup, madame. Et j'ai remarqué qu'à plusieurs reprises, vous êtes revenu me citer et épouser en réalité la thèse. Lorsque vous êtes d'accord que l'éducation doit être laïque, vous êtes déjà avec moi. Mais ce que j'ai dit et que vous n'avez pas écouté, c'est que l'éducation, l'espace public, c'est-à-dire l'école, doit être laïque par devoir d'universalité, d'équité, et non les individus. Que nous ne cherchons pas à supprimer la croyance des gens, que nous n'avons aucune guerre contre les religions, mais nous voulons que, comme vous aujourd'hui, vous venez au Parlement. Le Parlement est un service de l'État. Vous savez que le Parlement est laïque et donc vous n'avez porté aucun signe visible de votre appartenance religieuse. Je n'ai porté aucun signe visible de mon appartenance religieuse. Et c'est ça qui fait de nous des citoyens. Aujourd'hui, on se sent bien. Nous parlons, nous participons tous pour le bien de notre nation. Nous n'avons pas besoin de nous persécuter pour ça. Lorsque votre croix ou votre signe d'appartenance est caché, qu'est-ce que ça change dans votre vie? Qu'est-ce que ça change dans la vie d'un enfant qu'il ou elle porte son signe d'appartenance, mais caché? Nous ne voulons pas faire de guerre contre les religions. Nous ne voulons pas faire de guerre contre qui que ce soit. Nous ne voulons pas effacer la croyance des gens, mais nous voulons faire de notre espace éducatif un pilier de notre vivre ensemble. Nous voulons un espace éducatif inclusif. Nous voulons un espace éducatif où tous les enfants vont se sentir inclus, considérés pour ce qu'ils sont, parce qu'ils sont des citoyens de l'État, parce qu'ils sont les citoyens de notre nation. Nous voulons un espace éducatif qui permettra à chaque personne de vivre pleinement dans l'espace public sans toutefois se sentir obligé de se cacher ou se sentir exclu. Nous n'avons aucune guerre contre qui que ce soit. Et cette motion, en réalité, est une motion qui devait être épousée par tous parce que nous voulons ensemble le bien de notre pays. Nous voulons fonder une nation, développer une nation où tout le monde se sent inclus. Et pour ce programme, je vous invite, mesdames, messieurs,
en respect à notre Constitution, en respect aux différentes lois de notre État, à épouser et implémentons la vision de notre Constitution. Je vous remercie. En vérité, ce n'est pas le foulard d'Aïcha ou la kippa de Noah, encore moins la croix de gens qui empêchent le vivre ensemble dans notre espace éducatif. Non, ce qui empêche le vivre ensemble, c'est l'intolérance. Et comment voulez-vous que nos enfants apprennent à vivre ensemble si vous les empêchez de reconnaître et d'accepter les différences de leurs camarades? Vous nous parlez d'inclusion. Une inclusion en effaçant les signes d'appartenance religieuse. Une inclusion qui efface tout ce qui fait l'identité de certains enfants. De quelle inclusion parlez-vous? Mesdames et messieurs, l'école, comme je l'avais dit, ce qui doit être uniformisé, c'est la formation que nous donnons à nos enfants. Car là, il y a encore du travail à faire. Mais pour ce qui est de ce qu'ils portent ou pas, il n'y a pas à les empêcher de porter ce qu'ils veulent. C'est l'État, l'école publique en tant qu'institution de l'État, à travers ses locaux, ses enseignants et ses enseignements, qui doit se montrer laïque et pas nos apprenants. Et je vous prie de bien vouloir ouvrir les yeux et regarder les vrais problèmes de notre société, les vrais enjeux que nous avons pour notre éducation. Et ce soir, je vous demanderai de ne pas voter pour ce projet de loi qui, sous couvert de laïcité, menace en réalité les fondements de notre démocratie et brime la liberté de nos apprenants. Ce soir, faites le bon choix, en permettant à tous d'exprimer librement leurs convictions. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Entre lumière laïque et spiritualité vécue, nos orateurs ont porté l'attention avec maîtrise. Cher coach, qu'en avez-vous pensé, coach Vanessa? Rachid et Angélica, félicitations. Rachid qui m'a encore mélangé des le et des la, des un et des une. Mais bon, je crois qu'il aime bien ce sport. Troisième intervention, Rachid, j'ai eu l'impression qu'il y a eu beaucoup d'improvisation parce que vous aviez tellement voulu répondre à Angélica. Donc, à la troisième intervention, il y a eu beaucoup d'improvisation, ce qui s'est senti. Si ça ne s'était pas senti, il n'y aurait pas eu de problème, mais ça s'était beaucoup senti. L'école publique doit être laïque. C'est ce que vous êtes en train de défendre, mais à certains moments, vous avez tout simplement dit l'école, l'école, l'école. Et quand on dit l'école, on ne sait pas si c'est l'école publique ou l'école privée ou toutes les écoles, en fait. Donc, il fallait aussi préciser à chaque fois que c'est de l'école publique que vous étiez en train de parler. Troisième intervention d'Angélica, on a eu l'impression que vous n'avez pas vraiment écouté votre adversaire parce que vous êtes venu aller dans son sens plutôt que de le contredire à votre troisième intervention. Les statistiques de l'UNESCO et consorts que vous avez données, je n'ai pas vraiment vu le rapport. Il l'a si bien relevé. Je n'ai pas vraiment vu le lien en fait avec vos arguments, ni même avec ce que Rachid était en train de dire. Et la qualité de la formation qu'on donne à l'école et puis les locaux, que les écoles soient bien construites ou pas, je n'ai pas vraiment vu le rapport aussi avec le thème de votre débat. Ce sera tout. Félicitations à vous deux. Merci beaucoup, coach Mohamed. C'était un très beau débat intéressant. Angélica, je vous ai rencontré il y a plusieurs années et sur un plateau télé, quand vous étiez au lycée, j'ai vu votre progression. Je suis très impressionné et j'ai hâte de vous voir dans une autre compétition, etc. Parce que c'est très intéressant de vous voir débattre. Kwame Kofi Abdul Rachid, on peut vous appeler Antoine de Saint-Exupéry, il est venu à chaque occasion, etc. C'était intéressant votre débat. Bon, aussi, il faut désigner un vainqueur et c'est vous, hein, c'est vous. Et vous avez donné des coups tout au long.
C'était à un moment, je me suis par contre demandé pourquoi tant de merci. Merci, 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 je vous écoute. Réduisez déjà les merci, trop de merci. Ensuite, lorsque vous êtes à 9 secondes, ivresse 9 secondes, et vous arrêtez encore, je ne suis pas fan de ça. Utilisez ces 9 secondes pour, par exemple, interpeller l'adversaire, etc. C'est comme laisser du temps sur la table, c'est pas intéressant. Vous avez parlé à un moment, aucun signe de votre appartenance religieuse à Angélica. Et encore une fois, sur ce coup, je pense qu'elle est un peu fatiguée, elle n'a pas rebondi dessus. Qu'est-ce que vous en savez? Peut-être qu'elle n'a pas d'appartenance religieuse. Elle a justement fait le choix de ne rien porter. Et c'est pour ça qu'elle se bat pour que ceux qui ont envie de porter quelque chose le portent et ceux qui ne veulent pas ne le portent pas. C'est son choix, sa liberté individuelle. C'est à ce moment précis où je me dis, elle avait une petite occasion pour reprendre un peu de l'énergie. Mais bon, elle a laissé aller parce qu'elle est un peu fatiguée. Vous avez Angélica, vous avez cet argument, ce débat, en fait, historiquement, ne vous favorise pas. On a dans beaucoup de pays, en France, ça remonte à 2004, la loi qui interdit de porter des signes religieux dans les écoles publiques. Et au Québec même, et ça dépasse même les écoles publiques, ça va dans la police, etc. On n'en porte pas. Il y a eu un débat au Canada, etc. Historiquement, votre position était difficile, mais vous êtes bien battu. Félicitations. Merci beaucoup, coach Cyril. Moi, je suis embêté pour réagir parce que quand la coach Vanessa a repris le thème, elle a dit l'école publique doit être laïque. Et ça me pose un problème parce que c'était pas le libellé. Permettez que je vous coupe. En fait, je veux dire, c'est sa position. Ça, c'est la position qu'il défendait, donc il aurait dû, Ah, d'accord. oui, Ok. marteler. Donc, je reviens. Merci beaucoup pour la précision. Alors, le libellé, c'était pas ça. C'est l'éducation doit être quoi? Exclusivement laïque. Ça peut s'entendre de différentes manières, mais on parle de l'éducation en général, qui doit être exclusivement laïque. Et c'est là qu'il y a un enjeu politique. C'est évident que l'école publique est laïque. Le débat ne peut pas être à ce niveau. Le débat, c'est rendre toute l'éducation laïque, puisqu'il y a exclusivement. Vous voyez? Et donc, du coup, j'étais embarrassé parce que les deux introductions ont bien planté le décor. Et puis, tout juste après, vous êtes tous les deux rentrés dans des développements qui n'avaient plus de lien avec le thème. Parce que là, vous avez commencé à parler de l'école publique. Lorsqu'elle vous a interpellé, vous avez répondu en disant non, il s'agit de l'école publique. Mais il n'y a pas d'objet, l'école publique est laïque. Donc, on parle de quoi? On débat de quoi? Et c'est là où elle intègre une notion qui n'est pas la vôtre, celle du port de signes ostentatoires de religion, qui n'est pas l'objet du débat. L'objet du débat, c'est que toute l'éducation soit laïque. Toute l'éducation, elle doit être laïque. Et donc, on est contre le fait que ce soit comme ça. On veut qu'il y ait des écoles confessionnelles, en plus de l'école publique. C'est ça le débat. C'est ça le fond du débat. Moi, je pense que ce débat, il devrait être repris parce que pour moi, vous n'étiez pas dans le sujet. Alors, éducation ou école, coach Raïl? Ok, merci. Félicitations, Rachid. Félicitations, Angélica. Je ne vais pas revenir sur ce que Maître Mohamed a dit. Effectivement, sur les notes que nous avons reçues, cela parlait de l'école publique de façon détaillée. Donc, c'est pour cela que les deux candidats ont débattu là-dessus. Donc, je vais procéder je vais commencer plutôt par Rachid. Ce que j'ai aimé, il a défini le sujet, mais d'une autre façon, il n'a pas défini la laïcité. Il a juste défini l'éducation et l'exclusivité sans définir la laïcité. Ok, donc peut-être que je n'ai pas fait attention. Et aussi, lors de votre introduction, j'ai pas vraiment saisi l'angle d'approche dans votre introduction. Donc, vous n'avez pas annoncé ce que vous allez défendre au fur de vos arguments. On ne l'a pas vraiment senti. Maintenant, en termes de ce qui a amélioré ou de ce que Angélica aurait pu utiliser contre vous,
Vous défendez la laïcité, mais vous citez Ecclésiaste lorsque vous étiez sur le pupitre. Donc, c'est quelque chose qu'elle aurait pu utiliser contre vous, mais malheureusement, soit si elle ne l'a pas écouté ou comment. Mais moi, quand je l'ai écouté, j'ai dit, ah, elle peut l'utiliser, mais malheureusement, elle ne l'a pas utilisé. Et à votre deuxième passage, il y a eu beaucoup de tâtonnements aussi. Je ne sais pas si c'est une question de maîtrise de texte, une question d'improvisation, mais il y a eu beaucoup de tâtonnements. Maintenant, à la fin de votre intervention, qu'est-ce que vous proposez finalement? C'est à vous proposer la laïcité, mais qu'est-ce que en tant que gouvernement vous proposez pour pouvoir permettre cette laïcité-là? Peut-être moi, en tant que musulman, je dois être à l'école de 7 heures à 20 heures, par exemple. Si je dois être à l'école, je dois faire 5 prières par jour parce que, comme vous l'avez dit, ce n'est pas les gens qui deviennent laïcs, les gens ont leurs convictions, malgré qu'ils viennent à l'école. En tant que gouvernement, qu'est-ce que vous me proposez? Est-ce que vous allez me construire une mosquée à côté de l'école parce que l'école ne doit pas avoir une mosquée en son sein? Qu'est-ce que vous me proposez concrètement en tant que gouvernement? Parce que quoi qu'on dise, les convictions également font partie de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Maintenant, Angélica, j'ai aimé la question de la réplique que vous avez faite, disant que la tolérance, il faut être tolérant, il ne faut pas uniformiser. La tolérance est importante dans une société. Et aussi, c'est vrai que j'ai aimé le travail de recherche en termes de construction des écoles, etc. Mais il n'y avait pas vraiment de rapport avec le sujet. Et il l'a dit lorsqu'il est arrivé. Maintenant, là où vous aurez pu l'attaquer, c'est qu'il a dit que les écoles sont gratuites, entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on va dans les zones régulées, c'est gratuit, certes, mais on demande toujours aux parents peut-être de payer la craie, de payer les bancs, etc., pour pouvoir permettre à leurs enfants de pouvoir étudier. Bon, tu aurais pu répliquer là-dessus. Donc, au niveau de ton introduction, tu as dit que tu viendras prouver point par point. Bon, quel point? Si tu ne m'annonces pas les points, à quel moment je sais que c'est sur ces points-là que tu vas développer dans le corps du devoir? Donc, sinon, c'était bien. C'était un beau débat. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Merci, cher coach, pour vos mots. Et je suis sûre que le prochain duel sera encore plus riche et plus impactant. On se retrouve juste après la pause. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. L'Assemblée est saisie ce jour du projet de loi intitulé Loi sur l'adaptation des pratiques traditionnelles aux principes contemporains d'égalité et de droits humains. Cette loi a pour objet d'interdire et réformer les traditions jugées contraires aux valeurs modernes, égalité de genre, droits des enfants, liberté de conscience. Le texte présenté aujourd'hui vise à adapter, voire interdire certaines pratiques jugées contraires aux droits humains. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Aujourd'hui, dans un monde numérique, connecté, égalitaire, rapide et surtout globalisé, la tradition vacille. Elle semble appartenir à une autre époque. C'est pour cela. Aujourd'hui, dans cette assemblée plénière et symbolique, elle passe au banc des accusés. Non pas pour être critiquée, mais pour être jugée. Mesdames et messieurs, honorables jurys, chers collègues, observateurs du présent et du futur. Dossier 4558. La séance est ouverte. Aujourd'hui, je plaide en tant qu'avocat de l'adaptation de la tradition. Une cliente ancienne est souvent mal comprise. La tradition. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans cette assemblée délibérante, je propose une motion au cœur de l'intérêt général. Les traditions doivent s'adapter aux valeurs modernes. Comprenez par tradition l'ensemble des pratiques, rites et coutumes qui se transmettent de génération en génération. C'est un patrimoine immatériel dont nous sommes tous dépositaires auquel l'on s'identifie. Et les valeurs modernes désignent l'ensemble des principes qui façonnent la société d'aujourd'hui, tels que la liberté d'expression, le respect des différences, l'égalité des sexes, l'inclusion sociale, et j'en passe. Alors, doit-on ou peut-on faire évoluer ce que nous avions hérité pour qu'il soit compatible avec ce que nous aimerions devenir? Alors la réponse est oui. Non pas pour trahir l'héritage ni la tradition, mais pour le faire inscrire dans le temps. Et dans cette mallette se trouve une pièce à condition. Mais je ne l'ouvrirai pas tout de suite. Quand dans tout vrai débat, la vérité ne s'impose pas d'emblée. Elle se construit par un discernement collectif.
Alors, chère contradictrice, je vous ai déroulé le tapis du bon sens. Et quand nous sommes en démocratie, veuillez faire attention à vos marches pour ne pas trébucher. Bonsoir. Mes frères, mes sœurs, depuis l'existence de l'humanité, la vie a été marquée par des débats de grandes questions. Mais il est rare que nous soyons confrontés à un défi qui ne concerne pas notre abondance, mais les valeurs et le devenir du monde. Nos traditions, ce sont nos mémoires et projets, nos consciences collectives, le souvenir de ce qui a été avec le devoir de les transmettre et de les enrichir. Peuple de Dénigband, bonsoir. Nous voici ici ce soir au carrefour d'un temps modernes et anciens. Nous voici au procès de la tentative d'assassinat de nos traditions. Car voici qu'incapable de comprendre qu'elles portent les valeurs profondes, mais aussi qu'elles sont le socle de l'identité et du vivre ensemble de nos peuples, l'enfant de la perdition se permet de faire comparaître nos traditions pour les accuser de discrimination, d'atteinte aux droits humains. Il propose à tort qu'elles s'adaptent aux valeurs modernes. Ces valeurs dites modernes ne sont qu'un large éventail de principes et d'idéaux qui, sous couvert d'émancipation, ont conduit à la fragmentation sociale. Il est le fait qu'elles conduisent à la rupture du fil de la tradition et proclament que c'est le progrès. Mais quel progrès? Enterre l'âme du peuple, alors que, comme l'a dit Cheikh Anta Diop, l'avenir a un cœur ancien. Et parce que ce n'est pas à elle de s'adapter aux caprices de la nouveauté, je déclare, je plaide pour nos traditions, socle structurant sur lequel est construite la société. Et parce que c'est au bout de l'ancienne file qu'on file la nouvelle, cher contradicteur, je déclare que c'est aux valeurs modernes de s'adapter aux traditions, pas l'inverse. Voici ouvert le procès de l'adaptation erronée. Bonsoir. Quand la source commence à troubler l'eau, il ne faut pas accuser la rivière, mais il faut tout d'abord nettoyer le fond. Et croyez-moi, ce soir, je suis là pour nettoyer le fond. La pire des illusions, c'est de croire qu'en répétant aveuglément les erreurs du passé, on conserve ce passé. Or, c'est faux. Ce qu'on conserve ainsi, ce n'est qu'un cadavre. Chère population, il faut avoir le courage et aussi l'audace de changer, non seulement la forme, mais aussi d'adapter le fond de la tradition. Prenons par exemple l'excision, une pratique ancienne défendue au nom de la pureté et du respect aux anciens. Mais nous savons de nos jours ce que cela signifie, une mutilation, une violence faite au corps des femmes. Ou encore les mariages forcés, une jeune fille vierge de 14 ans qu'on oblige à épouser un vieux de 60 ans. Pour dire, chez nous, c'est ce qu'on fait. Chez nous, c'est la tradition. Et si chez nous est synonyme de mépris, d'oppression, de privation de droits, alors il est temps que chez nous change d'adresse. Rappelez-vous que je ne suis en aucun cas contre la tradition, mais je suis contre l'inadaptation de la tradition aux valeurs modernes. Et je tiens à rappeler à votre mémoire qu'aucune tradition n'est au-dessus des droits humains. Et d'ailleurs, une tradition qui piétine et qui écrase les droits, mais n'est pas sacrée. J'ai dit. Cher contradicteur, pour plaire à l'océan, est-ce que la rivière doit-elle renier sa source? C'est ce que vous essayez, ou bien c'est ce que vous nous demandez de faire ce soir lorsque vous nous demandez à ce que nos traditions s'adaptent aux valeurs modernes. Vous savez, il est bien courant d'opposer tradition et modernité en considérant le premier comme archaïque et la seconde comme étant la seule garante des droits humains. Mais la vérité est que les traditions sont constituées en un système bien organisé. Ils comprennent le système politique, le système juridique, le système éducatif, social, familial, spirituel et même religieux. Alors, si vous aviez pris ne serait-ce que le temps d'interroger la tradition, au lieu de vous présenter pour l'accuser, vous aurez trouvé les preuves historiques. Ainsi, j'invoque le Code d'Hammurabi, l'une des anciennes lois qui ait existé. Il a été instauré en 1754 avant Jésus-Christ en Mésopotamie, plus précisément en Babylonie.
Il contenait 282 lois, parmi lesquelles 16 étaient consacrées à la protection de la femme, mais aussi à son droit à être autonome et à divorcer. 7 consacrées à la protection des enfants. Avançons un peu plus loin dans l'histoire. 1235, première déclaration des droits humains, la charte de Mondé. Elle précède de 500 ans la déclaration universelle des droits humains. Elle est constituée de 44 articles, et parmi lesquels je peux citer l'article 16 qui dispose que les femmes, en plus de leurs occupations quotidiennes, doivent être associées à tous nos gouvernements. J'aimerais savoir où se trouve dans la tradition ces pratiques que vous accusez être portées, ces pratiques que vous accusez porter atteinte à nos traditions, à la liberté humaine. J'attends une réponse. Donc, chère contradictrice, vous pensez que l'excision qui fait partie des traditions ne fait pas partie des atteintes aux droits humains? Sérieux? Et secondo, vous savez, l'écoute aussi est une qualité. Je n'ai jamais prétendu dire, et je n'ai jamais dit ici, que accuser que l'excision est une bonne chose. Chère population, aujourd'hui, je ne viens pas juste avec des mots, mais je viens avec une preuve. Et la preuve se trouve dans cette mallette. Aussi banale qu'elle puisse paraître, c'est une cassette datant des années 1900. Et sur cette cassette, dans l'histoire d'un jeune. Il s'appelait Kodjo, un jeune rempli de talent, d'ambition et de rêve. Mais ironie du sort, Kodjo naquit dans une famille depuis 5 générations, tous les garçons étaient des forgerons. Depuis l'enfance, ils avaient appris à manier le feu, à forger le fer. Mais le jeune Kodjo, lui, ne veut pas forger le fer. Il veut forger les mots, souder les verbes, relier les phrases. Il rêve de devenir écrivain. Lorsqu'il parlait à son père lui dit tout sèchement: un vrai homme, c'est celui qui suit la voie des ancêtres et non de ses caprices. Et figurez-vous que Kodjo n'est devenu ni forgeron ni écrivain. Mais il s'est perdu entre deux voies, deux volontés, sa volonté et celle de la tradition. Alors, chère contradictrice, j'aimerais vous poser une question très simple. S'il vous plaît, pas de dissertation. Une réponse à répondre par oui, une question à répondre par oui ou par non. Faut-il garder une tradition simplement parce qu'elle est ancienne, même si elle nuit à la liberté ou à la dignité? Une question à répondre par oui ou par non. Vous avez oublié, cher contradicteur, que nos traditions ne sont pas un passé mort. C'est une mémoire vivante, car elles apprennent de leurs erreurs et de l'évolution et subissent des réformes. Donc, c'est pour cette raison que nous vous disons que nos traditions ne doivent en aucun cas s'adapter aux valeurs modernes, mais que c'est plutôt aux valeurs modernes de s'adapter à nos traditions. Rabelais affirmait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et ce soir ici, la science c'est la modernité et la conscience c'est les traditions. Parce que, comme le dit Achille Mbembe, philosophe camerounais, la modernité ne se contente pas d'ajuster, elle remplace. Alors, vous avez fait sortir une preuve, nous faisons appel à l'œil du temps. Voyez-vous, les traditions sont jugées d'ordre social figé. Mais la vérité est qu'elles sont l'ancrage et le repère de ces générations et des générations à venir, car elles donnent des pistes sur quoi faire et comment nous comporter. Cela évite de tout redéfinir à chaque fois. Regardez très bien dans les ruines de ces sociétés dites modernes. Aujourd'hui, on cherche désespérément un sens. On revient aux rites ancestraux. La médecine retourne aux plantes médicinales. L'architecture et l'agriculture s'inspirent des procédures traditionnelles. Pensez-vous vraiment que ces valeurs modernes que vous proclamez haut et fort ont résolu le problème et qu'il faille qu'avancer pour retourner en arrière? Je ne pense pas. L'égalité a toujours fait partie de l'identité ou des traditions. Parce que dans l'identité, dans nos traditions, la femme avait sa place. Les enfants étaient respectés. Chaque personne avait le droit de s'exprimer. Et je pourrais encore vous revenir sur la charte du Mondé qui garantissait l'intégrité de l'humain, l'éducation, la liberté d'expression, l'inviolabilité de la personne humaine. De quoi accusez-vous juste les traditions? Je ne comprends pas encore.
Et voilà. Une réponse simple, une question simple à répondre par oui ou par non. Elle a voulu me donner un cours de dissertation. Et dommage, j'aurais aimé voir un courage intellectuel. Pour cela, je vous donne un carton rouge. Et secondo, tout au long de mes deux argumentaires, j'essaye de vous faire voir la réalité en face. Vous avez aimé porter des lunettes de l'incompréhension. Et encore, je vous donne un carton rouge. En réalité, la plupart des traditions ont été créées à une époque. Ils étaient ensuite dans des innovations pour répondre à un besoin de cette époque. Adapter les traditions aux valeurs modernes, c'est une manière de dire merci à nos ancêtres pour ce qu'ils nous ont donné. Mais nous avions décidé de peaufiner pour mieux transmettre aux générations à venir. Adapter les valeurs modernes aux valeurs, adapter la tradition aux valeurs modernes pour plaire à la modernité ou bien pas pour faire jojo. Mais c'est pour l'inscrire dans le temps, pour la rendre vivante. Léonard de Vinci disait que la simplicité était la sophistication suprême. Alors, je vais essayer de vous simplifier cette notion. Une tradition qui évolue ne meurt pas, mais la tradition qui reste figée est celle qui évolue, qui est celle qui n'évolue pas. Alors, il va falloir allumer les traditions. Allumer, c'est rendre vivantes les traditions. C'est l'adapter aux valeurs modernes. Vous savez, cher contradicteur, cette tendance que vous avez à lancer les pics n'est que le propre de ceux qui n'ont pas d'arguments à avancer. Alors, vous êtes revenu dans mon point. Une tradition qui n'évolue pas meurt. Et jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas contre l'évolution de nos traditions. Je vous dis juste que nous ne pouvons pas remplacer ce qui a réussi depuis la nuit des temps par une nouvelle chose qui n'a même pas encore osé faire ses preuves. Où sont les preuves de la modernité quand toute la jeunesse et le monde entier se retournent encore vers les traditions? La vérité est que la modernité est pleine de promesses. Elle est venue. Elle nous a fait tellement de promesses qu'à la fin, nous n'avons même aucun résultat. Elle nous a promis liberté, mais elle nous a livrés aux portes de l'individualisme. Elle nous a promis égalité, mais elle a produit des classes sociales et des élites. Elle nous a promis démocratie, émancipation, mais elle a déchiré l'entente entre l'homme et la femme et oublié la dignité. Alors, contrairement à elle, la tradition n'a pas fait de promesses. Non, la tradition, elle a accompli. Elle n'a pas écrit de pacte social, mais elle a tissé de liens solides, solidarité. Elle n'a pas brandi d'idéaux d'égalité, mais elle a nourri le pauvre au même titre que le riche. Parce que chez nous, dit un proverbe peul, personne ne meurt de faim. La tradition fait sans promettre, pendant que la modernité promet sans agir, tout en détruisant ce qui était déjà fait. La conclusion, elle est simple. C'est aux valeurs modernes de s'adapter aux traditions. Et vous êtes-vous une seule fois posé la question à savoir ce qui se passerait si la modernité, nos valeurs s'adaptaient, nos traditions s'adaptaient aux valeurs modernes? Non. Moi, je me suis posé la question. Et il y aurait une renaissance identitaire mettant fin à la crise de l'identité. Une modernité enracinée, car elle serait cohérente avec les besoins du peuple. Un rétablissement du lien social. Une préservation de la terre. Une préservation des valeurs fondamentales comme le vivre ensemble. Merci. Chère contradictrice, d'entrée de jeu, j'ai expliqué les valeurs modernes comme étant l'ensemble des principes qui façonnent nos sociétés, tels que la justice sociale, l'égalité sociale. Merci. Et secondo, votre proverbe, je l'aime très, très énormément. Qui vous a dit que personne ne meurt de faim? Allez demander aux enfants de Gaza, allez demander aux enfants de Palestine qui ne meurent pas de faim. Chère population, il est temps de prendre de bonnes décisions. Au cours de ma plaidoirie, j'essaye, tant bien que mal, de vous faire voir la vérité en face. Une tradition qui ne s'adapte pas aux valeurs modernes devient un blocage, un blocus, et peut même asphyxier nos rêves. Mais là, il ne s'agit pas seulement de dire le comment. Il ne s'agit pas seulement de dire le bien fondé de cette motion, mais il faut également mettre en place des structures pour mettre en place ce projet. Et voilà ce que nous proposons. La CTV, une commission de transmission vivante qui sera rattachée au ministère de la Culture et du Patrimoine, qui aura deux missions claires. Primo, recenser, soutenir et financer toutes les initiatives qui visent à faire moderniser
les traditions sans toutefois la trahir, y compris les compteurs numériques, ceux qui partagent des comptes sur les plateformes numériques telles que YouTube et TikTok, et même ceux qui transforment les proverbes en emojis. Car là, il s'agit de rendre accessible la tradition aux valeurs modernes. Et secondo, nous allons revoir les critères d'enseignement, eux aussi du patrimoine, pour faire inclure les notions d'évolution de la tradition. En somme, si les traditions sont les racines de notre identité, elles ne doivent pas devenir des chaînes qui nous empêchent d'avancer. Le monde change, les mentalités ont changé. Et les valeurs modernes comme l'égalité, la liberté, la dignité doivent guider nos pas. Adapter aux traditions, ce n'est pas les trahir, c'est leur permettre de vivre. À la prochaine. Je peux vous affirmer, chers contradicteurs, avec ferme conscience, que Gaza et la Palestine sont victimes des valeurs modernes, car ce sont eux qui proclament l'individualisme et le capitalisme. Pendant que dans la tradition, on proclame solidarité, amour du prochain. Voyez-vous, là où la modernité proclame je, la tradition proclame nous, car l'individu intègre la notion de co-responsabilité et de communauté. Alors sachez, très chers contradicteurs, que les traditions, c'est ce qu'on reproduit parce que ça a toujours marché. Nous ne reproduisons pas l'échec. Les traditions ne sont pas rigides. Et les traditions, c'est l'âme et l'identité d'un peuple. Et les laisser être dominés par ces valeurs que vous dites modernes conduirait l'humanité dans une nuit sans fin. Parce que la modernité, une modernité qui méprise ses racines devient nihiliste. Parce que le chaos moderne a trahi ses promesses. Parce que la modernité fragmente la société. Et parce que nombreuses sont ces valeurs dites modernes qui sont violentes pour l'âme collective. Parce que la tradition est la mémoire structurante du collectif. Chers contradicteurs, la modernité doit redevenir humble et s'enraciner dans le vieux bois de la tradition. Parce que c'est elle la voie de la sagesse. Parce que c'est elle qui nous montre comment marcher. Parce que c'est elle qui a déjà fait l'expérience des temps. Et c'est elle qui nous permet de nous retrouver en tant qu'humains, personnes avec une identité. Évolution, oui. Mais la vraie évolution, je vous le dis, elle est interne et non externe. Alors, ce soir, je le dis et je le proclame encore, ce sont les valeurs modernes qui doivent s'adapter aux traditions parce qu'elles ont déjà fait leurs preuves. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Entre modernité et racines, que pouvons-nous ou que devrions-nous voter? Cher coach, la parole est à vous. Coach Cyril. J'ai trouvé le sujet difficile, hein. Les traditions doivent s'adapter aux valeurs modernes. Par moments, j'ai eu le sentiment que Lawson Beraka traitait la question, enfin, le thème, les traditions doivent s'adapter à la modernité. J'ai eu souvent ce sentiment, alors qu'il s'agissait des valeurs modernes. Et justement, c'est quoi les valeurs modernes? Vasti y a répondu. Elle a répondu en parlant du communautarisme versus l'individualisme, de la solidarité versus, je ne sais pas, le manque de soutien à l'autre, etc. Donc, je crois que il y a eu un souci de mon côté pour vous suivre. Parce qu'à chaque fois, quand vous donniez l'exemple des contes qui doivent être présentés sous forme d'émojis, des proverbes, pardon, est-ce que c'est vraiment le sujet? Est-ce que si on met les proverbes sous forme d'émojis, on a réellement adapté les traditions aux valeurs modernes? J'ai bien aimé en tout cas la plaidoirie, le format plaidoirie avec la toge, c'est bien. J'ai aimé également le fait que vous avez dit une phrase très forte qui dit aucune tradition n'est au-dessus des droits humains. D'accord, c'était une de vos phrases. J'ai bien aimé ça. Vasti, je pense que vous avez vraiment un très bon argumentaire. J'ai beaucoup apprécié. Vous auriez pu également parler des affres de la mondialisation, d'accord, comme argument.
et puis la désorganisation de nos sociétés par la colonisation et le néocolonialisme. Lorsqu'il a parlé de l'excision, cet argument n'a pas pu le contrecarrer. Pourquoi? La plupart des gens ont du mal à contrecarrer l'exemple de l'excision parce que ils ne savent pas réellement ce que c'est que l'excision. L'excision, ce n'est pas seulement l'ablation du clitoris, mais il y a une dimension initiatique derrière l'excision, oui. Et c'est l'ablation du clitoris qu'on peut enlever. Mais toute la dimension initiatique où on forme les gens, où on devrait former les gens dans certaines communautés, eh bien, c'est occulté. Félicitations. Je pense que vous avez vraiment fait beaucoup d'efforts pour ce débat. Félicitations. Vasti, vous méritez votre place à cette étape. C'est votre coach qui vous le dit. Je suis fier de vous. On va commencer par vous, Monsieur Lawson. Première fois, vous laissez 27 secondes sur la place. Deuxième fois, 29 secondes. On a déjà 56 secondes sur la table. Et à la fin, on se demande, est-ce qu'il avait même des choses à dire? Tellement il laisse du temps sur la table. Affaire à suivre. J'aurais pu me taire sur ce point, mais étant donné ma profession, je n'ai pas le droit de le faire. Je suis avocat. J'ai été avocat dans plusieurs pays. Sachez qu'un avocat porte sa toge à des occasions bien particulières, bien précises, notamment au tribunal, mais pas à l'Assemblée, pas au Parlement. Vous n'allez jamais voir le sénateur Akeriboro porter sa toge au Sénat. Vous n'allez jamais voir Maître Chalim porter sa toge à l'Assemblée. Non. En ce qui concerne la cassette, la preuve qu'on nous annonce depuis, là, déjà, racontez votre histoire sans la cassette, c'est mieux. Parce que finalement, la cassette, on ne l'a pas vue. Je n'ai pas visualisé ce qu'il y a sur la cassette. Donc, je ne peux même pas contredire ce qu'il y a dessus. Racontez votre histoire et on s'en tient là. Là, vous avez déjà une annonce, j'ai quelque chose dans le sac, etc. Moi, je m'attendais pratiquement même au corps ou à la tête d'un individu parce que tellement c'était annoncé. Et là, c'est une cassette. Et là, je me suis aussi demandé, Vasti, pourquoi vous venez dans ce cas-là dire, vous avez fait sortir une preuve. Ça, c'est grave. Vous êtes déjà en train d'admettre son élément comme une preuve. Non, vous devez d'abord rejeter ça, son histoire-là, et certainement pas dire, vous avez fait sortir une preuve. Ça, non merci, pardon, ne faites plus ça. Lorsqu'il raconte son histoire de forgeron, etc., je n'ai pas bien suivi, je me demandais, on va où avec ça, etc. Bon, vous aussi racontez-lui les traditions, la force des traditions. Parlez-lui des valeurs. Akpema, Kondona. Surtout quand il vient avec son histoire d'excision, là. Répondez-lui avec Akpema pour un peu raconter qu'est-ce qu'une tradition. Au lieu de le laisser jouer avec ce jeu des Occidentaux qui consiste à sortir tout le temps cette histoire d'excision pour un peu nous faire passer pour on ne sait trop quoi. Je suis fier de vous, Vasti, puisque j'aime faire cet exercice. Je suis à l'étape de vous faire une promesse. On vous verra en finale. Coach Vanessa? Bravo Vasti, je voudrais commencer par là. Bravo, j'aime l'évolution. Vos arguments pour ce débat étaient cohérents, c'était solide. On n'a senti aucun stress à aucun moment, alors qu'au début, je me souviens comment votre stress transparaissait, mais vraiment, bravo, tout simplement, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Josué, quand vous êtes venu, j'ai aimé l'introduction. Je me suis dit, OK, waouh, il va nous servir quelque chose. Et puis, vous êtes retourné à vos anciens amours, nous perdre. Et c'est ce que vous avez fait tout le long. J'espère que si on vous retrouve en finale, vous allez corriger cet aspect-là. Félicitations à vous deux. OK. Merci, félicitations Vasti, félicitations Josué. Je vais commencer tout d'abord par Vasti. Félicitations, effectivement, on a vu beaucoup d'améliorations depuis ta première prestation jusqu'à maintenant. C'est quelque chose qui est réellement à saluer. Et je pense que tu aurais pu
plus dominé le débat si tu avais tout de suite fait appel à nos traditions qui sont les meilleures, qui sont les bonnes, mais c'est venu à la fin. Lorsque tu parlais du collectivisme traditionnel et tout, c'est surtout lorsqu'il avait même parlé de Gaza que tu as évoqué ça. Je pense que si tu avais plus mis l'accent sur les bonnes parties de nos traditions au tout début, tu aurais très bien pu dominer au tout début le débat. Maintenant, les choses à améliorer. Nous sommes au Parlement. Tu as dit mes frères, mes sœurs au début de ton intervention. Ton habillement, il est beau, mais c'est très beau pour une sortie entre filles. On est au Parlement. Il serait bien d'être beaucoup plus formel que ça. Aussi, lorsque tu as utilisé le fil, tu as dit c'est au bout de l'ancien fil, alors que la zitane, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Maintenant, une partie de ton intervention sur laquelle Lawson aurait pu rebondir, c'est que tu as dit que dans nos traditions, chaque personne avait le droit de s'exprimer. Est-ce que réellement dans nos traditions, les enfants ont le droit de s'exprimer face aux anciens, etc. Donc, c'est une réplique que Lawson aurait pu utiliser contre toi. Sinon, j'ai aimé, félicitations à toi. Lawson, je viens vers toi. Lorsqu'on avait travaillé, on avait parlé d'adapter ton test. Je l'ai vu au tout début, mais à la fin, tu es retourné à tes anciens amours, comme la coach Vanessa l'a dit. Au tout début, on a vu, parce que lorsqu'on avait discuté, on avait dit qu'il serait intéressant que tu puisses parler des mauvais aspects de nos traditions qu'il faudra adapter. Je l'ai vu lorsque tu as parlé de l'excision, je l'ai vu lorsque tu as parlé du viol, quelque chose comme ça. Mais tu as laissé beaucoup de temps sur la table et tu aurais mieux exploité aussi cela. Et voilà ce que j'ai à te dire. Et félicitations à vous deux. Merci. Mesdames et messieurs, ce soir, la modernité a toqué à la porte des ancêtres et les coachs ont partagé leur lecture de ce duel. Qu'en avez-vous pensé chez vous? Eh bien, le débat continue pour nourrir notre réflexion collective. Les prochains duels nous transporteront encore plus loin. On vous donne donc rendez-vous dans la prochaine.